Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. L'actualité dans le monde reste dominée par la victoire de Donald Trump, élu 45e président des États-Unis, face à la candidate démocrate Hillary Clinton, qui a reconnu aussitôt sa défaite. Elle offre de travailler avec le nouveau président et lui souhaite de réussir. Autre sujet qui captive l'attention de la planète, la 22e conférence des parties de l'ONU sur le climat qui se tient depuis lundi à Marrakech au Maroc, occasion pour l'agence gabonaise d'observation spatiale de dévoiler ses missions et son expertise en matière d'observation des forêts. Et puis nous le verrons au Gabon où l'actualité reste dominée par la démission du directeur général de la documentation et de l'immigration, le général Célestin Mbinga, dont les services ont fait l'objet d'une enquête du ministère de l'Intérieur après l'arrestation de 14 personnes au journal Écho du Nord en violation des procédures légales. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. En ouverture de ce journal, la page du Gabon. Tout d'abord, je vous l'annonçais à l'instant, le général Célestin Mbinga, le directeur général de l'immigration et de la documentation, a rendu son tablier ce mercredi pour cause l'arrestation le 3 novembre dernier des journalistes des hebdomadaires Écho du Nord et Faits divers interpellés au siège du groupe Nord Édition, 6 au 2e arrondissement de la capitale gabonaise en violation des procédures légales. Donc, après cette démission, du directeur général de l'immigration et de la documentation qui intervient après une enquête du ministère de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter la communication du ministère de l'Intérieur justement par rapport à ce sujet. Le jeudi 3 novembre 2016, dans la matinée, le ministre de l'Intérieur a eu connaissance de l'interpellation par des éléments de la Direction générale de la documentation et de l'immigration des GDI au siège du groupe de presse Nord Édition de 14 personnes qui ont été gardées à vue et auditionnées. Cette initiative unilatérale de la DGDI, qui a également suscité beaucoup d'interrogations dans l'opinion, a amené le ministre de l'Intérieur à commettre une enquête administrative à l'effet de cerner les contours d'une telle action opérée par cette entité des forces de police nationales dans des organes de presse. Des résultats de cette enquête, il ressort des violations manifestes des lois et règlements applicables aux procédures judiciaires et aux libertés fondamentales. Toutes choses ayant amené le ministre de l'Intérieur à ordonner la libération immédiate de la rédactrice en chef adjoint de l'hebdomadaire Écho du Nord. Le directeur général de la documentation et de l'immigration a renoncé à ses fonctions en posant formellement sa démission. Suite à l'élection du 45e président des États-Unis, Donald Trump, parmi les premières réactions africaines, celle du président gabonais Ali Bongo Ondimba. J'adresse mes félicitations à Donald Trump, 45e président des États-Unis, pays ami du Gabon, a publié le président Ali Bongo Ondimba sur son compte Twitter. L'actualité au Gabon, c'était aussi faire un retour sur la conférence de presse hebdomadaire du ministre d'État en charge de la communication, porte-parole du gouvernement ce mardi à l'auditorium de la maison Georges Rahouiri de Libreville. Occasion pour Alain-Claude Bilibinze de revenir sur la déclaration de politique générale du Premier ministre qui doit se tenir ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement déclinera les principaux points d'action de son gouvernement conformément à l'article 28 de la Constitution gabonaise. Marina Mendeman. Conformément à l'article 28 de la Constitution gabonaise qui donne au Premier ministre 45 jours pour décliner devant l'Assemblée nationale le plan d'action du gouvernement, mais également défendre le projet de société du président de la République. Ce jeudi, Emmanuel Isso Zengondev a présenté les grandes lignes de son programme de politique générale pour relancer l'économie du pays. Déclaration de politique générale naturellement qui est issue, s'agissant du nouveau mandat du président, du projet qui a été présenté devant les populations et qui a été donc adopté. Il s'agit également d'aller plus en détail quant, d'une part, à l'annonce des mesures prioritaires pour les 100 premiers jours, mais également à la déclinaison secteur par secteur de ce qui va être fait, aussi bien pour ce qui concerne la relance de l'économie que pour ce qui est des activités politiques
et des activités à caractère social et culturel. Le chef du gouvernement s'adressera donc à l'Assemblée nationale le jeudi prochain. Vu le ralentissement de la croissance économique, le gouvernement entend relancer de manière significative l'économie gabonaise en maintenant l'investissement et actionnant un certain nombre de leviers. La croissance actuelle n'est pas suffisante pour nous permettre de réaliser tous les engagements qui ont été pris par le chef de l'État. Il va donc falloir mettre en place un plan de relance de l'économie pour rebooster la croissance et tenir les différents engagements. Dans un contexte économique et sociétal plutôt morose, le gouvernement gabonais espère pouvoir sortir le pays de cette impasse très vite. En préparation de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Gabon sur le thème 1000 problèmes, 2000 idées qui se tiendra du 14 au 22 novembre. L'association Agir pour une jeunesse autonome, ABJA, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et le ministère de la promotion des PME chargé de l'entrepreneuriat national, a appelé ce mercredi les populations à agir pour le développement de la communauté. Durant cette semaine, 2 points essentiels seront à l'honneur, le leadership féminin et le numérique. Katia Sandon, Joël Tatou. Le leadership féminin et le numérique sont les points essentiels qui sont abordés lors de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Gabon, qui se tiendra du 14 au 22 novembre 2016, sur le thème 1000 problèmes et 2000 idées. Tout au long de cette semaine, nous organiserons différents événements liés à l'entrepreneuriat, qui sont au total au nombre de 6. Vous aurez par exemple une foire aux idées. Vous aurez également la semaine numérique qui est intitulée Libreville 2.0. Ensuite, vous aurez des ateliers créatifs, recyclage avec des tout-petits, qui est entièrement soutenu par une entreprise de la place. Et vous aurez des activités liées à l'investissement privé comme Caféine ta communauté. Lors de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat, un atelier créatif de recyclage sera mis en place pour les tout-petits afin d'éveiller les enfants et leur inculquer la notion de culture de l'entrepreneuriat. C'est l'occasion en fait d'inculquer des notions de culture entrepreneuriale aux tout-petits. Leur apprendre qu'à travers le recyclage, à travers tous les objets du quotidien, on peut les transformer plutôt que de s'en débarrasser, les réutiliser à bon escient, en faire des pots de fleurs, des objets de décoration, des trousses et pourquoi pas en faire des activités génératrices de revenus. Pour les organisateurs, le choix de ce thème consiste à attirer l'attention des Gabonais sur le fait qu'ils peuvent trouver des solutions aux problèmes liés à leur quotidien à travers les idées de projets, sources de revenus durables et de richesses. Soucieux de maintenir des bas prix sur un certain nombre de produits exonérés de taxes douanières, le gouvernement gabonais veille à son programme de lutte contre la vie chère. Sur le terrain, des opérations de contrôle des prix des marchandises s'intensifient. Les raisons de cette initiative ont été données dans un entretien accordé par le ministre délégué auprès du ministre en charge de l'économie dans la matinale de Gabon 24 ce mercredi. Le compte rendu de Linda Gaël Maganga. Le gouvernement gabonais, nouvellement entré en fonction, poursuit l'opération de lutte contre la vie chère et entreprend des contrôles dans les surfaces commerciales et marchés de la capitale. Ma démarche de terrain constitue le prolongement du séminaire présidentiel de Franceville, où le chef de l'État a demandé à ce que la problématique de la vie chère soit au cœur de notre action. Donc, en concertation avec le ministre Imongo, le ministre titulaire en charge de l'économie, nous avons décidé de faire une forme de SWOT, de faire un état des lieux un petit peu du plafonnement des prix sur le terrain. Pour cela, il était question, il était nécessaire, je dirais même, essentiel et indispensable d'aller sur le terrain, de vérifier effectivement l'application donc, de ces différentes mesures de l'article 41. Pour freiner les velléités de certains vendeurs qui seraient tentés d'enfreindre le respect de la grille tarifaire des produits commercialisés sur le territoire national, tout doit être mis en place pour le bien-être du panier de la ménagère. L'idée est de montrer donc aux commerçants véreux que la problématique de la vie chère est prise en main au plus haut niveau de l'État. C'est ce que nous avons fait en allant sur le terrain, d'abord dans des quartiers difficiles, dits difficiles, Avea, Kingele, Kembo, là où les gens se plaignent donc d'une vie chère et d'une non-applicabilité donc des mesures du gouvernement.
Selon le ministre délégué auprès du ministre de l'économie en charge de la prospective et de la programmation du développement, Pascal Wani Ambouroué, il faut faire un inventaire des acteurs et des prix des produits commercialisés afin d'avoir un regard permanent sur le pouvoir d'achat des Gabonais. Refermons la page Gabon en bref et en images. L'opération de recensement des sinistrés de la commune d'Akanda au nord de Libreville s'est poursuivie ce mercredi au sein des mairies des 2e arrondissements de la dite commune. Les agents recenseurs ont enregistré au cas par cas chaque sinistré ainsi que leurs biens perdus et déclarés lors des inondations qu'a connues cette partie nord de la capitale gabonaise. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. Ouvrons à présent la page Afrique de cette grande session. Tout d'abord, au Maroc, l'agence gabonaise d'études d'observation spatiale, telle que je vous l'annonçais en titre, a dans son volet observé par satellite au service du suivi du couvert forestier du bassin du Congo, présenté ce mardi les avancées au cours d'un atelier de la COP22 à Marrakech. En témoigne ce compte rendu de Ludmila Ntuntum et Larissa Matsoum. Environ 20% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la déforestation et à la dégradation des terres qui peuvent être suivies et caractérisées par l'utilisation des moyens satellitaires. Au cours d'un atelier avec plusieurs experts et responsables d'ONG, les avancées du Gabon en la matière sont à l'ordre du jour à la COP22 à Marrakech. Des échanges et débats houleux, mais surtout le constat d'une volonté politique des autorités gabonaises qui ont opérationnalisé en 2015 la GEOS. Créée dans le cadre du Gabon stratégique, dont le Gabon vert et le Gabon des services, la GEOS est la première agence d'études et d'observation spatiale en Afrique subsaharienne et francophone. Et nous restons au Maroc où quelques heures après l'annonce de l'élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis, au village de la COP22 à Marrakech, l'ambiance est sereine, même si certains participants émettent déjà des réserves quant à la position future des États-Unis sur l'accord de Paris. Jamila Mbengman, Lariska Lormamengi. Même si tout le monde semble vaquer normalement à ses occupations journalières, la conversation est sur toutes les lèvres. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. Pendant que certains émettent des doutes quant à la participation et contribution des USA pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, au regard de la position pas très optimiste concernant cette question, d'autres estiment qu'il ne faut pas se laisser distraire, mais continuer à travailler car la cause est commune, importante, au-dessus de la volonté d'un homme, quoi qu'il soit président d'une puissance comme les USA. Je prends cette élection de façon mitigée. Effectivement, les déclarations qu'il a eues par le passé sont de nature à nous inquiéter. Toutefois, je regarde l'accord de Paris. Comment est-ce que cet accord ouvre la voie vers un processus de collaboration, de coopération entre les pays, un processus de facilitation. Et je ne vois pas en quoi ce que l'accord de Paris représente une contrainte pour les États-Unis. Le nouveau président élu américain, lorsqu'il s'asseyra avec ses hauts fonctionnaires, ils pourront lui expliquer cela et je crois que nous n'aurons pas de scénario catastrophique où les États-Unis se retirent de l'accord de Paris. Au pavillon des États-Unis, personne n'est disposé à s'exprimer sur la question pour le moment. Pareil pour le pavillon France qui a assuré la présidence de la COP21. Chacun continue ses ateliers et exposé pour le bon déroulement de cet événement mondial. En Tunisie, l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant ce mardi a déclenché la révolution de 2011. Aujourd'hui, le pays s'inquiète de l'augmentation constante du nombre de suicides, l'un des signes du malaise économique et social qui traverse la société. Le récit de Bienvenue Nelkem. La Tunisie s'inquiète de l'augmentation des suicides. Le geste de désespoir de Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant immolé par le feu le 17 décembre 2010 à Sidi Bouziz, au centre du pays, a durablement marqué les esprits. Cette hausse a déjà été notée depuis plus d'une dizaine d'années. On a plus de sujets sans profession et plus de motivations de suicide qui sont en relation avec des problèmes financiers et des conflits interpersonnels. Donc c'est dire que effectivement, tout ça plaide en faveur donc, de l'argument que le deuxième pic soit plutôt en relation avec la crise économique. Pour nous, ces chiffres peuvent produire une sorte de choc. En fait, ils ne sont pas si inquiétants. Au contraire, ces chiffres montrent la vérité. Ils nous permettent de construire et nous sommes toujours optimistes. Les solutions existent.
Pour nous, la solution est au moins de mettre une stratégie nationale pour lutter contre ce phénomène. L'an dernier, 365 cas de suicide ont ainsi officiellement été enregistrés en Tunisie pour une population de 11 millions d'habitants. Ce qui m'a poussé à tout ça, c'est d'abord le chômage et la misère dans laquelle je vis. Et puis, ce que disent les gens sur moi. Sa femme le fait vivre. C'est elle qui paye l'eau et l'électricité, etc. Les jeunes sont les plus touchés, près de la moitié des victimes ayant de 20 à 39 ans. Et puis, victimes collatérales de la guerre froide, les anciens habitants des îles Chagos, un archipel perdu dans l'océan Indien, poursuivent sans relâche leur combat pour retourner vivre sur leur terre, plus de 40 ans après en avoir été expulsés pour faire place à la base militaire américaine de Diego Garcia. Récit, Linda Gaël Maganga. À quand le retour sur la terre jadis occupée par leurs ancêtres? Les autochtones de Chagos, un archipel d'îles situé dans le centre de l'océan Indien, s'interrogent depuis l'île Maurice où ils sont installés il y a plusieurs années après avoir été obligés de quitter leur terre d'origine pour faire place à une base militaire britannique. L'administrateur, il fait appel nous devant le bureau et il fait nous savoir s'il peut fermer, tout le monde peut aller. Nous pouvons quitter. Un jour, l'administrateur nous a appelés. Il nous a dit maintenant il faut évacuer l'île. On devait partir, on n'avait pas le choix. C'est comme ça qu'on est parti. On n'avait pas le droit de prendre grand-chose. Uniquement une valise, un coffre, quelques linges et un matelas, rien d'autre. Même pas des ustensiles de cuisine. Rien d'autre. Et ben, on a fait à la cuisine, nous ne sommes pas capables de nous quitter. Et là, nous embarqués, nous venons. Les hommes et les femmes de Chagos entreprennent des démarches auprès de l'administration britannique qui occupe actuellement le site revendiqué. Le gouvernement mauricien a essayé d'entrer en contact avec les Anglais, comme nous, les Sagosiens, nous avons fait. On a essayé de négocier avec les Anglais, mais ils n'ont rien entendu. Et c'est pour cette raison que depuis 1997, on a entrepris des actions légales contre le gouvernement britannique. Et on a connu la victoire, on a connu les défaites, mais on est aussi jamais découragé parce qu'on sait que notre cause, c'est un cause juste. Ce que nous demandons, c'est notre dignité, c'est notre droit fondamental. Les habitants de Chagos expriment le besoin de voir réparer une injustice et celui de conserver les traces de leur histoire. Direction la Russie, où l'Agence mondiale antidopage, Comité national du Parti démocrate américain ou encore le géant du web Yahoo, les coups d'éclat réels ou présumés des hackers russes se multiplient ces derniers mois, souvent accusés de travailler pour le Kremlin. Propulsés au rang de meilleurs hackers du monde, les cyberpirates russes opèrent avant tout en Russie. Un phénomène qui inquiète à Moscou, en témoigne ce reportage. À Moscou, un séminaire consacré à la cybercriminalité. Experts en tout genre échangent leurs points de vue et évoquent la récente notoriété internationale des hackers russes. C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion. Et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers. Roman Dobrokotov n'est pas du même avis. Cet ancien militant de l'opposition affirme avoir subi plusieurs attaques de hackers depuis 2014, des attaques qu'il attribue au Kremlin. Cela fait partie de la guerre de propagande dont l'objectif est de jeter le discrédit sur les sources. Ces sources grâce auxquelles la société russe apprend l'existence de liens criminels et de cas de corruption au sein des autorités russes. Et si on regarde qui sont ces cibles, il n'y a que le gouvernement russe pour s'intéresser à elles, personne d'autre. La principale activité des hackers reste le crime financier. D'après la Banque centrale russe, le nombre d'attaques de ce genre contre les entreprises, banques et particuliers a augmenté en Russie de 120% ces 3 dernières années. Je ne parlerai pas de hackers russes, mais plutôt de gens qui parlent russe et qui ont été formés par le système soviétique d'enseignement. Tous ces gens sont très inventifs, y compris malheureusement dans le domaine de la fraude. Yuri Namesnikov travaille depuis 7 ans chez Kaspersky, le géant russe de la cybersécurité. La multinationale évalue à 720 millions d'euros le montant minimum dérobé par les hackers russophones sur la planète entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, ils se manifestent de plus en plus sur le marché international. On voit comment les hackers russes collaborent avec les Brésiliens
les Chinois et les Européens. Les hackers n'ont pas de frontières. Pour les arrêter, on a besoin d'une coopération étroite entre les États. D'après Kaspersky, la lutte globale contre ce phénomène est encore balbutiante, ce qui fait le bonheur de tous les hackers, qu'ils soient russes ou pas. En bonne place dans la suite de cette grande session, les réactions dans le monde suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Tout d'abord, la chancelière allemande Angela Merkel a averti ce mercredi Donald Trump qu'une future coopération étroite entre leurs deux pays devrait se fonder sur les valeurs communes démocratiques et rappeler au président élu sa responsabilité au niveau mondial. Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. L'Allemagne et les États-Unis sont liés par des valeurs, la démocratie, la liberté, le respect du droit, de la dignité de l'homme, indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de ses convictions politiques. C'est sur la base de ces valeurs que je propose une coopération étroite au futur président des États-Unis, Donald Trump. J'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Elle entrera en fonction le 20 janvier. Mais je le ferai avec vigilance et franchise, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et aux intérêts que nous partageons avec les États-Unis. Et l'amitié entre nos deux peuples et notre histoire commune, nous y aiderons. Le message du peuple américain doit être entendu. Comme le choix du Brexit par les Britanniques, il exprime une volonté de changement. Il exprime le refus d'une pensée unique qui interdit tout débat sur les dangers qui menacent notre nation. Des morceaux choisis donc des réactions suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Successivement, vous avez écouté la chancelière Angela Merkel, le président français François Hollande et l'ex-président français à l'instant Nicolas Sarkozy. Pas en reste des habitants de Hong Kong, de Corée du Sud, du Japon et de Chine qui réagissent alors que le milliardaire Donald Trump vient de remporter à la surprise générale les élections présidentielles aux États-Unis. Bienvenue Nelkem nous en dit un peu plus. Donald Trump élu à la Maison-Blanche, onde de choc dans le monde. Le républicain populiste Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Un séisme politique qui plonge les États-Unis et le monde dans une incertitude vertigineuse. Qu'en pense l'Asie du Nord? J'ai peur que l'économie mondiale soit encore plus instable avec lui. C'est vrai qu'il a eu des déclarations plutôt virulentes, mais j'ose espérer qu'il ne pense pas tout ce qu'il dit. 8 ans après l'élection de Barack Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir, Donald Trump, taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur la démocrate Hillary Clinton, qui espérait devenir la première femme présidente de l'histoire américaine. Je suis déçu parce que je soutenais Hillary et qu'elle n'a pas gagné. Dans les médias, Trump était imprévisible. Il a fait et dit des choses inquiétantes. Il m'a déçu. Bon, j'espère qu'il fera du bon boulot. Le milliardaire de l'immobilier, dont le programme de politique étrangère suscite de très nombreuses interrogations, s'est par ailleurs engagé à entretenir de bonnes relations avec les autres pays. En bref, donc, et en image, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a été accueillie ce mercredi avec inquiétude et froideur dans le monde où l'extrême droite s'est, à contrario, félicité de l'avènement d'une nouvelle ère pour le président du Parlement européen, Martin Schulz. La victoire de Donald Trump ne le réjouit pas. Pour lui, c'est sans aucun doute un moment difficile pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, ajoutant qu'il espérait que Donald Trump respectera les droits fondamentaux, tout comme les règles fondamentales de l'Union européenne. Écoutons un extrait du président du Parlement européen. C'est sans aucun doute un moment difficile pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais le président des États-Unis
élus librement méritent le respect total des institutions de l'Union européenne et nous espérons que Donald Trump, dans leur relation avec l'Union européenne et ses États membres, respecteront les droits fondamentaux, tout comme les règles fondamentales de l'Union européenne. His government, between himself and Europe and the member states of the European Union, will respect the fundamental rights and the fundamental rules of the European Union as well. Sur un tout autre plan, et c'est en Inde, les coupures de 510 et 1000 roupies, environ 6,8 et 13,6 € seront retirés de la circulation, une décision annoncée par le gouvernement qui vise ainsi de lutter et contribuer surtout lutter contre la corruption. Miranda Ngué. Pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent en Inde, le gouvernement a décidé de retirer de la circulation les coupures de 500 et 1000 roupies. Cette initiative vise également à couper le financement des groupes extrémistes du Pakistan qui mènent des attaques et financent leur activité par la production de fausses coupures. Je crois que c'est bien, au moins ça va réduire l'utilisation d'argent sale. Tous ceux qui ont des millions, ce sera fini tout ça. C'est vraiment une bonne chose à mon avis. Je crois que c'est courageux de la part du Premier ministre indien. Mais le seul problème pour les gens normaux va être les dépenses quotidiennes. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin et acheter quoi que ce soit. Si vous donnez un billet de 500 roupies, il ne sera pas accepté. Selon le gouvernement, il y a eu une hausse anormale du nombre de fausses coupures de 500 et 1000 roupies durant ces 5 dernières années. Les gens pensent que s'ils veulent acheter du carburant pour 1000 roupies, alors c'est bon. Mais s'ils en veulent pour 100 roupies et obtenir 900 roupies d'échange, comment ça va se passer? Ils vont avoir 900 roupies en petites coupures. Ça va devenir un vrai problème. À partir de demain, nous allons mettre des affiches partout pour dire de faire la pointe. On n'a pas de monnaie. De nouvelles coupures de 500 et 2000 roupies seront émises plus tard par la Banque centrale indienne sans plus de précision, d'autres membres des autorités indiquant qu'elles seront en circulation dès jeudi. Le rappel des titres avant de refermer votre grande session. L'actualité dans le monde reste dominée par la victoire de Donald Trump, élu 45e président des États-Unis, face à la candidate démocrate Hillary Clinton, qui a reconnu aussitôt sa défaite. Elle offre de travailler avec le nouveau président et lui souhaite de réussir. Dans cette grande session, autre sujet qui captive l'attention de la planète, la 22e conférence des parties de l'ONU sur le climat qui se tient depuis lundi à Marrakech, au Maroc, occasion pour l'agence gabonaise d'observation spatiale de dévoiler ses missions et son expertise en matière d'observation des forêts. Et puis au Gabon, l'actualité reste également dominée par la démission du directeur général de la documentation et de l'immigration, le général Célestin Mbinga, dont les services ont fait l'objet d'une enquête du ministère de l'Intérieur après l'arrestation de 14 personnes au journal Écho du Nord en violation des procédures légales. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.